On a récupéré un petit bout de notre jury. Du coup, je vais me lever pour présenter le jury avant de donner la parole à Alexis. Donc, un jury copieux, 8 personnes. Alors, on n'est pas tous là, malheureusement. On donnera la parole en premier aux 2 rapportrices, dont Flavie Cernesson, ici présente, maître de conférence AgroParisTech dans l'UMR Tétis à Montpellier. Ensuite, on verra si Flora Branger est disponible. Elle a un petit souci qui l'empêche d'être là. Et on verra à quel moment elle est disponible pour nous parler. Donc, Flora Branger est ingénieure en chef des eaux et forêts à l'INRAE dans l'UR Riverdon à Lyon. Ensuite, on passera la parole à l'examinatrice Laurie Boitias, qui est physicienne adjointe à l'Université de Toulouse, à l'UMR JET. Elle est à distance, elle nous entend. Oui, accentissime. Ensuite, c'est moi-même qui... Non, pardon, c'est Alain Dutertre, qu'on attendait, qui est ingénieur agronome de l'Institut du végétal à Arnalis, qui donnera aussi son avis. Puis ce sera moi, Valérie Klein. Je suis professeure à Sorbonne Université. Et enfin, l'équipe de direction de la thèse. Donc, ils sont 3. C'est Julien Tourneguise, ingénieur de recherche INRAE à ICAR, qui prendra la parole en premier. Ensuite, Guillaume Tirel, chargé de recherche INRAE ICAR aussi, qui complétera. Et c'est Philippe Martin, ici présent, professeur AgroParisTech à l'UMR Sadat, qui finira. Voilà. Alexis, vous avez 45 minutes. À vous. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus aujourd'hui assister à cette présentation pour la restitution de ce travail de thèse. Je remercie particulièrement les membres du jury d'avoir accepté d'évaluer ce travail. Un travail qui a porté sur l'évolution de la durabilité du drainage agricole français sous contrainte de changement climatique. Donc, travail qui est cofinancé par l'Institut de convergence Sealand, qui traite de l'évolution du cycle du carbone sous changement climatique, et par le Centre INRAE. Pourquoi tu ne veux pas te passer? Donc, tout d'abord, un petit peu de mise en contexte donc sur l'état de l'art dans la littérature concernant l'impact du changement climatique sur le drainage agricole, en rappelant initialement ce qu'on désigne par l'expression changement climatique. Donc, dans ces différents rapports, le changement climatique, donc dans les différents rapports du GIEC, le changement climatique est défini comme une variation du climat induite par des facteurs naturels ou anthropiques, donc issus de l'activité humaine, entre un climat de référence, souvent historique dans la littérature, et un climat étudié, donc souvent sur un climat futur projeté. Donc notamment, ce qui nous intéresse particulièrement dans ce cas-là, changement climatique au cours du XXIe siècle, d'ici à l'horizon 2100 sur la métropole française. Donc, cette variation du climat peut engendrer plusieurs conséquences, donc avec notamment une augmentation de la température moyenne, donc avec l'apparition de phénomènes extrêmes, et donc notamment des phénomènes donc, du type qu'on a déjà pu observer en hiver dernier, donc avec un écart de température par rapport à la moyenne saisonnière assez conséquent sur l'ensemble de la métropole, atteignant jusqu'à plus 5 degrés Celsius sur certains territoires. Des modifications notamment sur le régime de précipitation, si on raisonne en termes de volume de précipitation sur l'ensemble de l'année, on n'observe pas nécessairement une modification de ce volume. Par contre, on observe une augmentation du volume pendant la saison humide, corrélée à une diminution du volume de précipitation pendant la saison sèche. Et notamment, ce qui peut induire à l'apparition de phénomènes extrêmes du type qu'on a pu observer cette année sur les bassins de l'Aude et de l'Hérault, en mars 2022. Ces 2 modifications entraînent des conséquences sur l'hydrologie de nos systèmes, avec, de manière générale, en métropole, on a observé une diminution des débits à l'étiage pendant la période sèche, ou encore une augmentation des phénomènes de crue, du type de ce qu'on a pu observer lors de la crue de la Seine en mai-juin 2016. Donc, plus particulièrement, ces modifications entraînent également des conséquences sur l'hydrologie agricole. Donc, avec, si on prend l'exemple de la modification du régime de précipitation et donc l'augmentation des précipitations pendant la saison humide, on peut observer une augmentation du risque d'inondation sur les parcelles agricoles qui peuvent être à l'origine d'un phénomène de ruissellement.
Phénomène de ruissellement qui serait délétère pour les sols, en accélérant leur dégradation, donc notamment en diminuant la travaillabilité de ces sols pour les agriculteurs, qui peuvent également entraîner une perte de rendement agricole par saturation prolongée du sol, donc notamment par asphyxie racinaire si le profil de sol est saturé pendant une trop longue période à la suite de ces phénomènes, et enfin qui peuvent générer des problèmes pour la qualité des eaux. Enfin, ces phénomènes sont particulièrement amplifiés sur des parcelles qui sont déjà vulnérables. On parle ici de parcelles hydromorphes, c'est-à-dire qu'elles présentent une couche imperméable à faible profondeur, et donc qui entraîne la formation d'une nappe perchée temporaire qui empêche l'infiltration profonde dans notre profil de sol, et c'est sur ce type de sol qu'intervient le drainage agricole. Donc, qu'est-ce que c'est? Dans 80% des cas en France, le drainage agricole est une technique hydraulique qui consiste à introduire des tuyaux perforés, donc au-dessus de la couche imperméable dans notre profil de sol, à une profondeur d'environ allant de 80 à 100 cm, avec un espacement moyen entre deux drains d'environ 12 mètres. Donc, le tout dimensionné pour évacuer une pluie de 15 mm en 2 jours. Donc, l'intérêt de ce système est de favoriser l'évacuation de l'eau sur ces parcelles hydromorphes, donc, ce qui permet notamment d'augmenter l'aération des sols, favoriser le développement racinaire et juste grâce à ce système, augmenter la productivité agricole associée. C'est notamment ce qu'on peut voir sur la figure à droite, où on constate que les cultures sont légèrement plus développées au-dessus des drains, avec une aération favorisée. En France, ce système est pratiqué sur près de 10% de la surface agricole utile. Donc, comme on peut le voir sur la carte de gauche, où on observe l'évolution de la proportion drainée de surface agricole utile par canton. On constate que cette technique est particulièrement utilisée au nord de la métropole, et donc à partir de laquelle on peut distinguer 7 grandes régions drainées. Donc la région Nord, la région Grand Ouest, le bassin parisien, le bassin de l'Allier, la région Grand Est, le Haut-Rhône, ou encore la région Sud-Ouest, donc qui est plus ou moins la seule région qu'on observe sur la moitié sud du territoire. Donc ça concerne près de 20% de grandes cultures de type céréales. Il y a quelques études qui ont traité de l'impact du changement climatique sur le drainage agricole dans la littérature, donc notamment ici, en considérant l'évolution du volume annuel drainé, donc du volume d'eau écoulé à travers les drains sur une année hydrologique complète, et qui l'ont traité à travers le monde. Et ce qu'on constate en exploitant les résultats issus de ces études, c'est qu'elles présentent elles présentent régulièrement des résultats qui sont divergents. C'est notamment le cas pour 2 études qu'on peut observer, donc l'étude de Wang et al. En 2015 ou de Piz et al. En 2017, toutes 2 réalisées aux États-Unis sur des sites relativement proches, c'est-à-dire de 100 km, mais suffisamment proches pour lesquels on peut considérer un climat identique, toutes 2 sur des surfaces planes, donc qui pourtant ont présenté des résultats différents. Donc, ça montre une première chose, c'est qu'on peut avoir une difficulté à extraire une tendance de l'impact du changement climatique sur le volume annuel drainé, et ça montre également que pour déterminer cette évolution sur le cas français, on va avoir besoin de réaliser une étude plus locale. Donc, ça nous permet de poser la problématique et les objectifs suivants, à savoir quelle est l'évolution des caractéristiques hydrologiques du drainage agricole français sous contrainte de changement climatique, avec notamment la première question, comment caractériser l'ensemble de cette diversité pédoclimatique sur notre zone d'étude, donc comme on a vu avec les 7 grandes régions drainées de la métropole. Quelles sont les principales caractéristiques hydrologiques qu'on va chercher à représenter et comment les modéliser, pour enfin s'intéresser à comment simuler ces caractéristiques dans un futur sous changement climatique. Donc, on va voir que ces questions nous ont amené à poser donc un travail donc, qui s'est déroulé en plusieurs étapes. Donc, la première étant de déterminer une base de données pour représenter cette diversité pédoclimatique. Base de données à partir de laquelle nous allions pouvoir déterminer et simuler le débit hydrologique avec un modèle hydrologique associé, pour en extraire des descripteurs hydrologiques relatifs aux informations qu'on va chercher à décrire sous changement climatique. Tout ce processus est également soumis à plusieurs incertitudes, donc on va chercher à évaluer ces incertitudes pour au final pouvoir qualifier réellement et quantifier l'impact du changement climatique sur l'hydrologie du drainage sur la métropole française. Donc tout d'abord la base de données. Donc dans notre étude, nous avons regroupé une base de données composant 22 sites, donc répartis sur 17 localisations, donc qui cumulent près de 200 années hydrologiques, donc c'est relativement significatif dans le monde du drainage agricole. Donc, c'est une base de données qu'on a compilée en utilisant des sites pour certains qui avaient des données remontant à plusieurs années, donc de la fin des années 70, avec des sites plus récents, donc pour le plus récent en 2016, donc qui nous permettent d'obtenir ces 22 points sur la carte. On constate qu'ils sont essentiellement répartis sur la moitié nord du territoire.
Donc, ces sites sont marqués par plusieurs dimensions, donc notamment avec plusieurs surfaces, que ce soit à l'échelle de la parcelle, d'environ 1 hectare, ou encore un groupement de parcelles qui pouvant cumuler plusieurs centaines d'hectares, à des profondeurs comprises entre 80 et 100 cm, et par des écartements entre deux drains compris entre 8 et 24 mètres. Pour quantifier et donc pour pouvoir extraire des tendances quant à l'impact du changement climatique sur l'hydrologie du drainage, on a choisi de classer ces sites selon la texture générale de leur sol. Donc, comme on peut le voir sur la carte, 4 sols à texture argileuse, 15 sols limoneux et 3 sols à texture limoneux-argileuse. On peut déjà ici mettre en avant quelques limites de cette base de données. Donc, une première étant qu'on a des régions drainées qui sont sans site, c'est notamment le cas du bassin de l'Allier ou encore de la région Nord, ou des régions qui sont avec un seul site, comme le Sud-Ouest ou le Haut-Rhône. Et enfin, le simple fait que classer les sols selon la texture de leur sol est en soi une grosse hypothèse, puisque c'est difficile de résumer l'ensemble de la spécificité d'un sol à sa seule texture. C'est le choix qu'on a fait ici pour maximiser nos chances d'extraire des tendances du changement climatique sur l'hydrologie du drainage. Donc, je fais un zoom particulier sur le site de la Jalière, qu'on a utilisé comme référence tout au long de ce travail, donc, qui est un site situé en Loire-Atlantique, d'une surface de 1 hectare, avec un réseau profondeur entre 80 et 100 cm et d'un écartement de 10 mètres, donc qui est sur une texture limoneuse, comme 15 sites sur nos 22 points utilisés, donc qui est géré par l'Institut Arvalis. Donc, une fois qu'on a cette base de données, on s'intéresse à comment pouvoir simuler le débit associé, donc utiliser un modèle hydrologique capable de bien représenter toute la diversité extraite de cette base de données. Donc, il existe plusieurs modèles hydrologiques assez célèbres pour représenter l'hydrologie du drainage à l'échelle de la parcelle. On a notamment le modèle macro, qui est couramment utilisé en Europe pour l'évaluation du devenir des pesticides par le groupe de travail Focus, ou encore le modèle DrainMod, couramment utilisé aux États-Unis, notamment pour tout ce qui va être législation autour de l'impact du drainage sur leur territoire. Donc, ces modèles sont très intéressants, très performants. Ils ont un petit défaut, c'est qu'ils nécessitent beaucoup d'informations pour pouvoir être utilisés. Donc, si on prend l'exemple d'un système à modéliser, par exemple, sur notre profil qui va être déterminé par 4 horizons texturaux différents, donc marqués par une profondeur précise, un écartement entre deux drains assez précis, ces systèmes vont demander d'avoir des paramètres pour chacune des textures de sol considérées. Donc, ça va nécessiter une grosse source d'informations et ça ne va pas simplifier le fait d'utiliser ces deux modèles sur les 22 points de notre base de données. Donc, dans notre cas, on a choisi d'utiliser un modèle plus parcimonieux, donc le modèle SIDRA-RU, pour simulation du drainage réserve utile, qui est un modèle de conversion flux-débit, c'est-à-dire qu'il est alimenté par une chronique de précipitation et d'évapotranspiration pour simuler un débit hydrologique associé, et donc qui est composé de 2 modules. Donc, avec un premier module hydraulique historique à base physique, le module SIDRA, et un module plus récent, le module conceptuel RU pour réserve utile. Donc, la différence de ce modèle par rapport au modèle macro et DrainMod, c'est que là, on intègre bien le fait que le sol est considéré comme un tout homogène, on n'intègre pas la différenciation texturale que nécessiteraient pourtant les demandes de macro et DrainMod. Donc, ça nous permet de vraiment simplifier l'approche et de l'utiliser sur plus de sites. Donc, ce modèle se décompose en 3 étapes, donc avec une première étape qui consiste à déterminer la précipitation nette, et donc basiquement à intercepter la précipitation, donc la quantité d'eau entrante dans mon sol, par rapport à l'évapotranspiration, la quantité d'eau sortante de mon sol due au rayonnement solaire, pour pouvoir en déterminer la pluie nette. Pluie nette à partir de laquelle on va pouvoir calculer la recharge pour alimenter la nappe dans notre profil de sol. Donc, cette recharge, elle dépend de 3 stades, donc qui dépendent du niveau du réservoir présent dans notre sol. Donc, avec un premier stade, on considère que l'eau est entre le seuil minimum du réservoir et un seuil intermédiaire, où l'ensemble de la précipitation nette entrante dans mon système ne contribue qu'uniquement à remplir mon réservoir. Donc, on n'apporte pas de recharge à la nappe. À partir du moment où on atteint un deuxième stade, le stade 2, donc là, on a atteint un seuil intermédiaire, on va considérer qu'une partie de la précipitation nette entrante dans notre système va contribuer à recharger la nappe, le reste va continuer à remplir le réservoir, donc avec une proportion de 1/3 contribuant à recharger la nappe. Une fois qu'on a dépassé le seuil maximal de saturation du réservoir, le réservoir ne peut plus être rempli, auquel cas l'ensemble de l'eau entrante dans le système contribue à recharger la nappe. Ce terme de recharge de nappe nous permet de déterminer la hauteur de nappe associée, donc le débit qui nous intéresse. Et donc, cette hauteur de nappe, notamment, est fonction de la forme de la nappe qui peut évoluer au cours du temps, suivant le phénomène hydrologique, notamment si on est marqué par un phénomène de précipitation assez récent, une forme de nappe qui va se rapprocher du drain, donc ici sur un profil entre le drain et l'interdrain,
distance entre deux drains consécutifs, à la médiane entre deux drains consécutifs. Ou alors, si on est plutôt sur une période sèche pendant laquelle on n'a pas observé de phénomène pluviométrique depuis un certain temps, un rabattement de nappe entre ces deux points. Donc, pour simplifier la résolution de nos équations et notamment pouvoir déterminer notre hauteur de nappe associée, on a considéré que cette forme de nappe était fixe, donc selon un quart d'une ellipse de référence entre notre drain et l'interdrain, donc ce qui nous permet d'intégrer spatialement cette relation pour obtenir une relation uniquement dépendante du temps. Donc c'est la résolution simplifiée de l'équation de Boussinesq, donc qui nous permet de déterminer une variation de la hauteur de nappe au pas de temps journalier, une hauteur associée et un débit hydrologique associé. Notamment dans ces deux équations, les deux paramètres les plus importants sont la conductivité hydraulique à saturation CASAT et la porosité de drainage nue. En résumé, on a un modèle de conversion Q-débit qui fonctionne au pas de temps journalier, qui nécessite la calibration pour 4 paramètres, donc la conductivité hydraulique à saturation CASAT et la porosité de drainage pour le module SIDRA, et le seuil intermédiaire S-inter et le seuil maximal S-max pour le module RU. Donc, la description de ce modèle a notamment donné lieu à un article auquel j'ai contribué, donc, qui servait à présenter le développement de ce modèle sur le site de la Jalière et notamment à tester la sensibilité du modèle aux paramètres à partir duquel les paramètres sont calibrés, enfin, aux critères de performance à partir duquel les paramètres sont calibrés. Donc, une fois qu'on a ce modèle, on va chercher à qualifier sa performance sur les 22 sites. Donc notamment ici au regard du critère numérique de performance KGE', donc il y a un critère positivement orienté, c'est-à-dire que plus on se rapproche de 1, plus on considère que le modèle est performant. Donc si on compare la performance de ces paramètres sur l'ensemble de nos 22 sites avec les scores qui sont représentés à gauche, on constate que pour la quasi-totalité de nos sites, on avait un critère de performance au moins acceptable, avec une limite ici pour un sol argileux. Donc on met déjà en avant une légère faiblesse du modèle SIDRA-RU sur les sols argileux. On a poussé l'analyse du modèle hydrologique SIDRA-RU sur cette base de données en réalisant un test de robustesse temporelle, qu'on appelle un calage contrôle, sur 9 sites disposant assez de données pour pouvoir réaliser ce test. Donc, ce test consiste à diviser en deux la période de chronique disponible, à calibrer le modèle sur chacune des sous-périodes et à tester le jeu de paramètres obtenu sur l'autre sous-période. Si le critère de performance obtenu en contrôle est similaire à ce que j'avais en calage initialement, on considère que le modèle est temporellement robuste. Donc, on constate ici, en comparant les KGE' en calage par rapport aux KGE' en contrôle, qui suivent relativement tous la droite d'équation Y égale X, donc avec quand même un léger écart pour les sols argileux, donc qui montre une robustesse temporelle un peu plus faible que les autres sols. Et globalement, pour nos sols limoneux, qui représentaient la majorité de notre base de données, le modèle a prouvé qu'il était temporellement robuste. Donc, cette recherche a donné lieu à une publication pour notamment présenter la base de données et l'évaluation du modèle SIDRA-RU sur cette base de données. Donc, une fois qu'on a comment simuler notre débit hydrologique sous changement climatique, on va chercher à comment caractériser ce débit, notamment au moyen de descripteurs hydrologiques sous changement climatique. Donc, pour extraire ces descripteurs, on s'est basé sur un hydrogramme moyen du débit, c'est-à-dire l'évolution en fonction du temps d'un débit observé, comme on peut le voir sur une année hydrologique moyenne, comprise dans notre cas entre le 1er août et le 31 juillet suivant. On constate qu'on a plusieurs informations à dégager de cet hydrogramme, avec une première information concernant à quelle date ont démarré mes premiers écoulements, quelle est la date de démarrage de ma saison de drainage. On peut aussi s'intéresser à quelle est la date de fin de la saison de drainage, et donc extraire entre cette date de démarrage et la date de fin une durée de la saison de drainage. Donc ici, deux descripteurs qu'on va utiliser par la suite. On s'intéresse également au volume d'eau drainé, que ce soit la quantité d'eau drainée sur une année hydrologique complète, ou encore saisonnière, en divisant notre année hydrologique en une saison sèche et une saison humide. On s'est également intéressé à la classification des débits, donc qui sont marqués par différents comportements. Lorsqu'on a un débit qui est nul tout au long de l'année, lorsqu'on va observer les premiers écoulements, on considère que le débit est en période de recharge. Lorsqu'on est à un moment où on est plutôt marqué par des forts débits, et enfin vers la fin de l'année hydrologique pour plus pour des phénomènes de récession. On s'est également intéressé à la dynamique des crues à l'échelle de la parcelle sur notre hydrogramme, et donc notamment à quantifier le nombre de pics de crues qu'on va observer sur notre hydrogramme pour en extraire le nombre annuel moyen de crues, la durée cumulée pendant laquelle on est en crue sur une année hydrologique complète, et enfin la moyenne des pics de crues associés à ces événements. Donc au total, on a déterminé 6 familles pour 17 descripteurs associés.
donc avec la temporalité de la saison de drainage que je vous ai présentée précédemment, date de démarrage et durée de la saison de drainage, la durée aux états extrêmes du réservoir, que je ne vous ai pas présenté ici, mais qui consiste à compter en nombre de jours par an le temps pendant lequel mon réservoir sol a été complètement saturé, ou encore pendant lequel il a été considéré comme complètement désaturé. Le volume drainé, la dynamique temporelle des débits, donc qui relève de la classification des débits que je vous ai présentée, la famille concernant les phénomènes de crue à l'échelle de la parcelle, et enfin une famille que je ne vous ai pas présentée non plus qui permet de décrire la pérennité des réseaux de drainage, c'est-à-dire, dans notre cas, l'efficacité des réseaux de drainage sous changement climatique à toujours effectuer leur fonction, capable d'effectuer leur fonction. Donc ce développement de ces descripteurs a donné lieu à une publication donc, pour évaluer le développement de ces descripteurs sur le site de la Jalière et notamment leur utilisation sous changement climatique. Et par la suite, j'utiliserai le volume drainé pendant la saison humide comme référence pour montrer le reste du travail et notamment le volume drainé compris entre les mois d'octobre et les mois de mars. Pour pouvoir déterminer ces descripteurs sous changement climatique, on a utilisé une chaîne de modélisation hydroclimatique qui consiste à insérer le modèle SIDRA-RU dans une chaîne complète alimentée par des projections climatiques. C'est-à-dire qu'on va alimenter le modèle SIDRA-RU à partir de projections climatiques, donc des chroniques de précipitation et d'évapotranspiration. Dans notre cas, des projections issues de la base de données DRIAS 2020, qui était considérée comme une référence au moment où on a commencé la thèse pour l'utilisation des projections climatiques sur la métropole française. Donc, le principe de cette chaîne de modélisation commence d'abord par l'utilisation de scénarios socio-économiques, qu'on appelle des Representative Concentration Pathway, c'est-à-dire des scénarios qui permettent de synthétiser sous forme de forçage radiatif l'appui émis par les émissions de gaz à effet de serre sur l'atmosphère. On va distinguer 3 scénarios, avec un premier scénario très optimiste, le 2.6, scénario où on considère qu'à l'échelle internationale, on a réussi à mettre en place une forte politique environnementale qui contribue à diminuer significativement nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, on a été très bon sur le sujet. Un scénario intermédiaire, un peu plus réaliste que le 2.6, mais qui reste quand même optimiste, donc le scénario 4.5. Et enfin, le scénario le plus pessimiste de notre étude, donc le scénario 8.5, on considère qu'aucune politique environnementale fiable a permis de significativement contribuer les émissions de gaz à effet de serre. Ces scénarios RCP sont utilisés pour forcer des modèles de circulation généraux qui fonctionnent à l'échelle du globe, qui sont des modèles qui permettent d'obtenir des projections journalières de précipitation et d'évapotranspiration de température dans notre cas, qu'on convertira après en évapotranspiration, donc sur des chroniques allant de 1960 à 2100. Dans notre cas, l'inconvénient de ces modèles est qu'ils fournissent ces projections à des miles qui sont assez grossières, donc qui les rendent inexploitables en l'état à l'échelle locale. Donc on avait dans notre étude 6 GCM, on a couplé avec des RCM, donc des modèles climatiques régionaux qui permettent de désagréger spatialement l'information extraite des GCM. Donc, notamment, les projections extraites des couples GCM-RCM sont couplées à des processus de correction de biais, donc en fonction d'une chronique de précipitation, par exemple sur une période historique, pour pouvoir corriger les précipitations projetées. Et donc, à l'issue de tout ce processus, on obtient un produit d'une résolution, donc sur une maille d'une résolution de 8 km de côté, donc de 64 km², ce qui est quand même conséquent par rapport à notre échelle de travail, donc qui est plutôt de l'ordre de l'hectare, mais qui reste le produit le plus fin qu'on a pu obtenir au moment où on a démarré cette thèse. Et donc, on a utilisé 9 RCM différents, donc couplés avec nos 6 GCM. À savoir ici qu'on n'a pas utilisé l'ensemble des couples GCM-RCM à notre disposition, notamment en raison des temps de calcul qui rendent difficile le couplage. Et donc, on avait à notre disposition 12 couples GCM-RCM. Donc, une fois qu'on a ces projections climatiques de précipitation et d'évapotranspiration, on peut directement les insérer dans le modèle hydrologique SIDRA-RU pour pouvoir en extraire les descripteurs hydrologiques associés. Donc, sur le principe, cette chaîne de modélisation est très bien. Par contre, on constate qu'elle est quand même décomposée en plusieurs étapes qui peuvent chacune contribuer à l'incertitude sur nos indicateurs. Donc, on va chercher à évaluer cette incertitude. Incertitude qui peut avoir comme source le simple fait qu'on fait de la modélisation, donc par défaut, c'est imparfait. Si on regarde ici le cas du modèle hydrologique SIDRA-RU, donc sur le graphique qui montre la comparaison entre un débit hydrologique simulé en bleu et observé en bleu et un débit simulé en rouge avec le modèle SIDRA-RU, en considérant que nos chroniques observées sont utilisées comme référence pour déterminer nos simulations, on constate qu'on a un écart à cette référence. Le modèle est quand même assez bon, mais on a quand même des écarts qui peuvent se propager sur nos descripteurs hydrologiques.
Le problème est similaire avec plutôt les composantes climatiques de la chaîne de modélisation, que ce soit les RCP, les GCM ou les RCM. Les sources d'incertitude peuvent aussi venir du fait qu'on utilise des modèles pour alimenter d'autres modèles, donc notamment les projections de précipitation et d'evapotranspiration marquées par des incertitudes pour alimenter le modèle hydrologique CIDRA-RU, marqué par sa propre erreur sur les simulations, qui vont se propager sur nos descripteurs hydrologiques. À noter ici qu'il n'y a pas forcément phénomène d'amplification de somme entre les incertitudes des projections et l'erreur sur l'hydrologie. On peut avoir des phénomènes de compensation, des phénomènes de seuil qui rendent difficile l'évaluation des incertitudes et notamment mettent en avant le réel besoin de quantifier et d'estimer cette incertitude sur nos descripteurs hydrologiques. Donc pour ce faire, on a utilisé le principe de décomposition de la variance, donc avec la méthode Calypso, qui consiste à regarder la variance d'un de nos descripteurs hydrologiques, donc on va considérer de variance totale, et à voir si on ne peut pas décomposer cette variance attribuable à chacune des composantes de la chaîne hydroclimatique. La part induite par les RCP, par les GCM, les RCM, la méthode de correction de biais, le modèle hydrologique en lui-même, ou encore la manière dont on a calibré notre modèle hydrologique. Donc pour pouvoir réaliser cette évaluation, on a besoin de plusieurs éléments pour chacune de nos composantes. Donc on avait 3 RCP, c'est bon. 6 GCM différents, c'est bon. 9 RCM, c'est bon. Donc à voir aussi ici qu'on n'a pas à notre disposition l'ensemble des combinaisons RCP, GCM et RCM. On a utilisé 30 combinaisons à notre disposition. On n'avait qu'une seule méthode de correction de biais, donc ce qui nous a empêché d'évaluer la contribution de nos incertitudes dues à la méthode de correction de biais. Donc c'est une des limites de notre évaluation. On a, en plus du modèle hydrologique CIDRA-RU, utilisé les 2 autres modèles que je vous ai présentés précédemment, à savoir les modèles DrainMod et Macro, et on a déterminé 3 jeux de paramètres pour chacun de ces 3 modèles, donc ce qui nous donne un total de 270 simulations. Pour obtenir l'équation suivante, c'est-à-dire décomposer la variance totale de notre descripteur hydrologique en fonction de la variance issue des RCP, la variance issue des GCM, celle issue des RCM, des modèles hydrologiques et celle issue des paramètres. À cette somme viennent se rajouter 2 termes supplémentaires, qui sont d'abord la variabilité interne climatique, c'est-à-dire on est sous changement climatique pendant une période donnée, donc qui, sur une échelle d'un siècle, la simple évolution du climat au cours de cette période de temps. Et enfin, une variabilité résiduelle, donc qui est la part de variabilité qu'on ne peut pas attribuer à aucun des autres termes de notre équation. Ça nous permet d'obtenir les graphiques suivants. Donc ici, dans le cas sur le volume drainé pendant la saison humide sur le site de la Gelière. Donc avec notamment, on a un graphique de gauche qui nous permet d'observer l'évolution des anomalies hydrologiques sur notre volume drainé pendant la saison humide, donc c'est-à-dire relativement quelle est l'évolution en pourcentage de notre volume drainé pendant la saison humide au cours du XXIe siècle. Donc on constate que la tendance de ce volume drainé pendant la saison humide est à l'augmentation, marquée jusqu'à plus 20% d'ici à la fin du siècle. Par contre, les gammes de valeurs associées possibles par rapport à ce descripteur hydrologique sont fortes et atteignent de moins 40 à plus 60 d'ici à la fin du siècle. Donc, on est marqué par une incertitude assez significative. Et quand on cherche à décomposer cette incertitude, ce que nous représente le graphique de droite, on constate que plus le temps passe, plus les incertitudes sont marquées par les composantes de la chaîne, avec d'abord la contribution issue des RCP qui est relativement faible, ne dépassant pas les 5% sur l'ensemble des macroniques. Par contre, dès qu'on regarde la contribution issue des GCM, cette contribution atteint jusqu'à plus de 40% à elle seule, d'ici à la fin du siècle. Même chose pour les RCM, avec un cumul de contributions aux incertitudes de près de 70% juste aux composantes GCM et RCM de la chaîne, alors que les modèles hydrologiques ne dépassent pas une contribution de plus de 2% sur notre descripteur hydrologique. Et quant aux paramètres des modèles hydrologiques, on ne les voit carrément pas sur ce graphique, qui sont très faibles avec des contributions inférieures à 1%. Concernant les termes de variabilité interne climatique et de variabilité résiduelle, donc, la variabilité interne climatique est plus forte au début de notre chronique et tend à diminuer en termes de contribution par rapport à l'ensemble des composantes d'ici à la fin du siècle, alors qu'au contraire, la variabilité résiduelle tend à augmenter et on atteint jusqu'à près de 15% de variabilité résiduelle qu'on n'arrive pas à expliquer avec les autres termes. On peut mettre ici une certaine limite quant à la méthode qu'on a employée. Donc, on a réalisé cette évaluation sur 3 autres descripteurs hydrologiques en plus du volume drainé pendant la saison sèche, donc sur la durée de la saison de drainage, le volume drainé pendant la saison sèche, et le débit maximal annuel.
Pour les 4 descripteurs, on a observé des résultats identiques, à savoir que dans les 4 cas, ce sont les GCM et les RCM qui sont les principaux contributeurs à l'incertitude totale. On a observé qu'on n'avait que peu ou pas d'influence relative des composantes hydrologiques, que ce soit les modèles en eux-mêmes ou la paramétrisation de ces modèles. Et enfin, ce qui a validé le choix d'utiliser uniquement le modèle hydrologique SUDRA-ERU sur nos 22 sites, c'est donc de ne pas avoir à utiliser Macro et DrainMod sur l'ensemble des autres sites. Donc, cette étude donne lieu à une publication qui est actuellement en cours de review dans le journal Hydrological Science Journal. Donc, une fois qu'on a qualifié l'évaluation de nos incertitudes sur des descripteurs hydrologiques, on s'intéresse à réellement ce qui nous intéresse. Quel est l'impact du changement climatique sur l'hydrologie du drainage? Donc pour ce faire, on a représenté spatialement les anomalies hydrologiques relatives des descripteurs hydrologiques. Donc c'est-à-dire, si je regarde mon descripteur hydrologique sous changement climatique dans une période future, je vais le comparer relativement à mon descripteur hydrologique sur une période historique de référence. Donc une période historique choisie comme la période allant de 1975 à 2004. Et pour simplifier nos analyses, on a décomposé la période future en 3 sous-périodes, avec un premier futur proche, donc allant de 2006 à 2040, qu'on appellera PP1, futur intermédiaire 2041-2070, qu'on appellera PP2, et futur lointain 2071-2099, qu'on appellera PP3. Donc ça nous permet de représenter spatialement la répartition de ces anomalies sur nos 22 sites. Donc on a ici le cas du volume drainé pendant la saison humide, sous le RCP 8.5, le RCP le plus pessimiste de notre étude. Donc on peut observer l'évolution au cours du temps, donc de la période future proche à la période future lointaine PP3, des anomalies hydrologiques du volume drainé pendant la saison humide, avec notamment des anomalies positives, plus les couleurs tendent à être rouges, et négatives, plus elles tendent à être bleues. On a également représenté la texture des sols associés pour voir si on pouvait déjà classer ces anomalies par rapport à la texture de nos sols. On constate qu'on a d'abord un gradient orienté à mesure que le temps passe et se rapproche de 2100. Donc, plus on passe d'un futur proche à un futur lointain, plus les anomalies sont marquées. Et en général, sur les 22 sites, tendent à l'augmentation. On constate qu'on a également une différenciation nord-sud, où plus les sites sont au nord, plus ils montrent une anomalie positive du volume drainé pendant la saison humide, ce qui n'est pas le cas pour le coup pour le seul point qu'on a sur la partie sud du territoire, qui montre plutôt des anomalies négatives d'ici à la fin du siècle. Donc avec une tendance générale à l'augmentation allant de plus 25 à plus 50% pour ce couple, PP3 sous le RCP 8.5, qui correspond à une augmentation de près de 30 mm en 6 mois sur les 130 de la valeur historique. Une autre information dégagée de ce graphique est qu'on ne peut pas ici extraire une information relative à la texture du sol pour caractériser nos anomalies hydrologiques. Il n'y a pas de tendance qui se dégage suivant si mon sol il est argileux ou limoneux. Donc pour expliquer ces anomalies, on va chercher à voir comment est-ce qu'on peut les relier à des variables explicatives, donc notamment à des variables explicatives descriptives de nos sites d'études, donc notamment relatives à la texture du sol, au climat ou à la région drainée associée à notre site d'étude, aux paramètres calibrés du modèle SUDRA-ERU, donc la conductivité hydraulique à saturation, la porosité de drainage ou le seuil maximal du réservoir S-max, ou encore aux valeurs de dimensionnement des réseaux drainés, à savoir l'écartement et la profondeur des drains. Pour relier ces 7 variables explicatives à nos anomalies hydrologiques, donc on les a reliées au moyen de modèles linéaires généralisés, qui consiste à faire une régression entre nos anomalies hydrologiques et nos variables explicatives, régression à partir desquelles on extrait des coefficients de régression associés, décrivant l'impact et l'influence de chacune de nos variables explicatives sur nos anomalies, et des contributions à la variance de cette variable explicative sur notre anomalie hydrologique. Donc on a considéré que nos relations issues des GLM étaient fiables si on obtenait des R carrés de régression associée supérieurs à 0,5 et d'une p-value du test de student associé inférieure à 5%. On a réalisé cette analyse pour chacun des RCP et chacune des 3 sous-périodes futures étudiées, donc pour les 9 possibilités. Ce qu'on constate dans nos résultats, c'est qu'on a observé, donc dans le cadre du volume drainé pendant la saison humide, que peu de variables explicatives montraient une influence significative sur les anomalies hydrologiques. On avait notamment le climat qui s'est démarqué comme seule variable présente sur l'ensemble des couples RCP période future, avec des contributions à la variance allant de 13 à 60%. La porosité de drainage aussi a également montré une contribution à la variance de 32 à 44%, mais c'est tout. Ce qui sort de ces analyses, c'est qu'on a besoin d'informations supplémentaires pour décrire nos sites, pour pouvoir mieux généraliser nos tendances futures sous changement climatique. Parce que pour l'instant, on n'a pas assez d'informations
pour pouvoir attribuer les spécificités de chaque site à nos anomalies hydrologiques. Donc, en termes de résultats, ça nous permet d'obtenir une évolution de descripteurs hydrologiques pour chacune de nos familles, avec notamment sur la temporalité de la saison de drainage. Donc, si on regarde une évolution de la date de démarrage, donc en considérant le RCP 8.5 au cours du temps, on constate que cette date de démarrage tend légèrement à diminuer, mais assez faiblement par rapport à ce qu'on a sur la période historique. Même chose pour la durée de la saison de drainage, et qu'ici, la temporalité en elle-même de la saison de drainage ne semble pas changer sous changement climatique. Par contre, quand on regarde la durée aux états extrêmes du réservoir, donc la durée à saturation ou à désaturation du réservoir, on constate que la durée à saturation n'évolue pas trop. Par contre, la durée à désaturation augmente, donc de 3 jours sur la référence historique jusqu'à plus 18 jours d'ici à l'horizon 2021. Une augmentation de près de 500% pour certains sites. Sur le volume drainé, on observe une faible évolution sur le volume drainé pendant la saison sèche, marquée par une légère diminution d'ici à la fin du siècle, mais ça reste assez faible. Par contre, une augmentation marquée du volume drainé pendant la saison humide, donc jusqu'à plus 24 mm qu'on présentait précédemment par rapport aux 130 historiques. Sur la famille relative au phénomène de crue, on n'a pas remarqué de changement sur le nombre annuel de crues, qui reste toujours proche de 8 événements par an, ni sur la durée cumulée pendant laquelle on est en crue. Par contre, on a constaté que nos crues étaient plus fortes, avec une moyenne des pics de crues qui tendait à l'augmentation d'ici à la fin du siècle. C'est-à-dire que sur une temporalité identique, on va observer des phénomènes qui vont être plus forts, associés notamment avec l'augmentation du volume drainé, pendant la saison humide particulièrement. Donc, si on fait une synthèse de tous ces résultats, on a constaté qu'on avait un gradient orienté sur la période future, également constaté qu'on avait un gradient orienté selon la sévérité du RCP. Plus le RCP est pessimiste, plus mes anomalies sont importantes. Donc, ce qui nous permet de notamment mettre en avant l'intensification du caractère saisonnier du drainage agricole, avec une augmentation des écoulements pendant la saison humide, potentielle augmentation du risque de ruissellement de surface et de diminution de la portance du sol, ce qui serait défavorable à la travaillabilité du sol, une légère diminution des écoulements pendant la saison sèche, donc symptomatique d'une diminution de la ressource en eau pour les cultures sur cette période, donc avec une intensification du stress hydrique. Lorsqu'on a cherché à classer ces anomalies, on a constaté qu'on n'avait que peu d'influence des descripteurs de sol choisis pour représenter nos 22 sites. La seule variable qui sortait vraiment dans la plupart des cas était le climat et notamment la précipitation, donc avec une analyse supplémentaire que je n'ai pas présentée ici, mais qui mettait en avant que la précipitation était le principal contributeur à nos anomalies hydrologiques. Donc, ces phénomènes vont présenter des conséquences, notamment avoir des impacts sur l'efficacité des réseaux. Si on observe sur une période de temps identique un volume plus fort écoulé, on va avoir une mise en charge plus précoce des réseaux qui peuvent diminuer leur efficacité parce qu'à partir du moment où le réseau est complètement saturé, il n'est plus efficace pour permettre d'évacuer les l'eau dans le sol. Donc, on augmente le phénomène de ruissellement. Donc, ça peut mettre en avant un potentiel besoin de redéfinir les consignes de dimensionnement pour de nouveaux réseaux installés sous changement donc au cours du XXIe siècle. On va également observer des impacts sur les pratiques agricoles. Comme on avait constaté une augmentation du volume drainé pendant la saison humide, on peut observer un impact sur les cultures d'hiver, donc avec les phénomènes qu'on avait présentés précédemment. Une légère augmentation du stress hydrique pendant la saison sèche, mais là, pour le coup, on n'observe pas de différence par rapport à un milieu non drainé, où du coup, la présence ou non d'un réseau drainé sur ces parcelles ne change pas l'évolution. On a un impact sur la qualité des eaux issues des parcelles drainées, notamment si on a une utilisation d'intrants de type produits phytosanitaires ou encore nitrates. Donc, dans le cas des nitrates, avec une augmentation du risque de transfert des nitrates pendant la saison humide, corrélée à l'augmentation du volume drainé pendant la saison humide, une exportation favorisée des nitrates sur cette période. Dans le cas des produits phytosanitaires de type pesticides, qui sont plutôt dépendants de la temporalité des écoulements, on observe que peu ou pas trop de changements sur la saison, donc en automne. Par contre, une diminution du risque de transfert au printemps. Une limite est à mettre ici, c'est qu'on a travaillé en termes de moyenne. On est quand même soumis au risque de phénomènes extrêmes qui seraient décorrélés de notre tendance. Et notamment, c'est ce qu'on avait observé dans une étude que je ne vous ai pas présentée ici, mais une potentielle augmentation du risque de ruissellement des produits phytosanitaires pendant la saison de printemps, notamment sur le RCP 2.6. Cette étude est marquée par des limites. Donc, on avait déjà établi au début des limites quant à la base de données.
donc qui peut être perfectible, des incertitudes assez fortes. Donc, on avait eu l'exemple du volume drainé pendant la saison humide, marqué par le fait qu'on n'a pas intégré les pratiques agricoles dans les simulations, qui peuvent potentiellement jouer un rôle sur l'hydrologie de nos systèmes, et on n'a pas non plus intégré les pratiques de gestion du sol, comme la pratique du labour ou non-labour, qui peuvent remettre en cause l'hypothèse quant à l'homogénéité de notre profil, et donc modifier les caractéristiques hydrologiques du sol. Donc on peut mettre en avant différentes voies d'amélioration, donc avec notamment un couplage d'un module agronomique pour quantifier plus précisément l'impact du changement climatique sur le drainage. Donc il y a déjà eu un couplage entre le modèle SIDRA et le modèle STIX. Donc on pourrait voir pour actualiser ce couplage avec la version SIDRA-RU. Une intégration des modules de transfert de nitrates et de produits phytosanitaires, donc à notre chaîne de modélisation hydroclimatique. Donc, par exemple, le modèle NIMDRAIN qui est couplé avec SIDRA-RU pour la lixiviation des nitrates, ou encore PestDrain, pareil, couplé avec SIDRA-RU pour la lixiviation des pesticides. Et enfin, on peut imaginer de compléter la base de données en introduisant de nouveaux sites, notamment sur les secteurs sur lesquels on n'a que peu de sites comme le Sud, pour pouvoir obtenir une meilleure analyse sur ces territoires-là, ou enfin de déterminer d'autres méthodes de classement, comme on a montré que la texture de sol, notamment, ne permettait pas, dans notre cas, de pouvoir extraire des tendances quant à l'impact du changement climatique sur l'hydrologie du drainage. Donc en conclusion, pour reprendre tout ce qu'on a vu depuis le début, on a une base de données de 22 sites qu'on a utilisée pour représenter la diversité pédoclimatique des sols français. Base de données qu'on a simulée au moyen du modèle hydrologique SIDRA-RU, donc plus simple et plus robuste plus simple que ce qu'on avait vu par rapport à MacroEdredmod et qu'on a évalué comme étant relativement robuste notre base de données. Modèle à partir duquel on a extrait les caractéristiques hydrologiques du drainage selon 17 descripteurs hydrologiques. Et enfin, qu'on a intégré à une chaîne de modélisation marquée par 30 projections climatiques sur 3 scénarios futurs, 3 scénarios socio-économiques futurs. Donc, ce qu'on a extrait de tout ça, c'est une intensification du caractère saisonnier du drainage et notamment quelques potentielles stratégies d'adaptation, donc principalement le cas du potentiel redimensionnement du drainage pour l'adapter aux nouvelles conditions sous changement climatique. Merci de votre attention. Merci Alexis pour cette belle présentation parfaitement dans le temps. Est-ce que